Ici, oui. OK. Donc, aujourd'hui, on regarde le diagramme d'activité. Donc, c'est le dernier diagramme qu'on va voir de la session. Puis, ça va être un diagramme qui est un peu un cafouillis, un amalgame, un ramassis, un englobe-tout des autres diagrammes qu'on avait vus pour les procédures. Fait quand on parle des diagrammes d'état, quand on parle des diagrammes de séquence, comme si tu mélanges les deux ensemble, puis tu enlèves des règles pour faire en sorte que tu peux exprimer un peu n'importe quoi, ça nous donne le diagramme d'activité. Donc, on va regarder, comme d'habitude, les principes fondamentaux de la théorie des diagrammes d'activité. Donc, on va parler de qu'est-ce que c'est supposé de faire, comment c'est supposé fonctionner, puis c'est quoi les différents symboles, leur représentation, puis qu'est-ce que ça l'implique. Fait que on va commencer avec le principe de qu'est-ce que c'est supposé de faire, les diagrammes d'activité. Hein? Ben, comme d'habitude, ça représente bien dans le nom, une fois que tu as comme tout vu, tu fais comme ok, je comprends maintenant pourquoi ça s'appelle un diagramme de séquence ou un diagramme d'état ou un diagramme de cas d'utilisation. Donc le principe d'un diagramme d'activité, ben c'est simplement c'est pour représenter des activités dans le sens général du terme. Donc ici on parle d'activité comme un processus procédural. Ok, donc de dire que je vais faire plusieurs actions, ok, une après l'autre, puis dans ces actions-là, il va y avoir des éléments qui vont être retournés, il va y avoir des actions qui vont être prises. Donc le principe d'un processus, ok, peut être représenté avec le diagramme d'activité. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le diagramme d'activité ne représente pas juste les messages, hein, comme mettons on aurait eu dans le diagramme de séquence, ou juste les actions, mettons comme dans un diagramme de cas d'utilisation, c'est une espèce de mode hybride, okay, où c'est qu'on va pouvoir représenter l'un, l'autre, les deux en même temps pour être capable de représenter des processus complexes. Donc souvent, quand on va vouloir représenter quelque chose de bout à bout, on va utiliser le diagramme d'activité pour être capable de dire, ben, il y a une partie qui sont des actions, mais à un certain point, ça se transforme en données dans notre système, puis après ça, c'est des actions que certains acteurs peuvent prendre. Donc, quand on veut faire un schéma complet, on peut facilement utiliser le diagramme d'activité pour être capable de faire ça. Donc, ça couvre un large domaine d'application pour autant modéliser des parties orientées objets, okay, donc la partie de la structure du système, autant que du non-orienté objet. Donc quand on parle d'acteurs, quand on parle d'interaction avec le système lui-même. Fait qu'on va regarder un peu qu'est-ce que ça donne, juste si on va d'avance, puis on va tout de suite vers la fin, juste pour voir un diagramme d'activité complet. Laissez-moi cliquer plein de fois pour revenir en avant, juste pour vous en montrer un qui est comme qui a plein de choses à l'intérieur. Donc le principe c'est qu'on a un flux qui va avancer, mais qui va avoir différents types d'interactions. Donc on peut regarder ici, puis ça ressemble à des choses qu'on a déjà vues là. Okay, donc on a des petites boîtes, on a des flèches entre les petites boîtes, on a des nœuds initiales, des nœuds de fin, on a des décisions, on a des conditions de garde. Donc c'est toutes des choses qu'on devrait être capable de reconnaître assez facilement, mais présenter d'une nouvelle manière où c'est qu'on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus large comme éventail de possibilités de présentation. Fait qu'on revient au début avec ça. Excellent. Fait qu'on va aller regarder les espèces de building blocks, là, okay, les éléments de base qui vont être capables de représenter notre diagramme d'activité. Fait que la première chose, le plus important, c'est le principe de l'activité elle-même. Donc, quand on parle d'une activité, c'est quelque chose qu'on veut modéliser. Hein? Donc, c'est une représentation, une spécification d'un comportement défini à plusieurs niveaux de granularité. Donc un peu comme les diagrammes de cas d'utilisation, les diagrammes d'étapes, on peut dire, ben, je vais avoir une activité qui
veut dire possiblement plein de choses derrière, mais que nous, on dit on va faire ça de haut niveau, autant que je peux avoir quelque chose de super bas niveau qui va être capable de dire, ben voici les appels de chacune des méthodes qui va se passer. Ça va dépendre de à quel niveau tu veux modéliser ton affaire. Fait que quand on parle d'activité, on va dire qu'une activité, c'est ce qu'on appelle un graphe orienté. Okay? Donc, le principe d'un graphe, c'est d'avoir des nœuds. Okay? Donc, les nœuds, ça va être les différentes actions ou sous-activités que tu vas pouvoir faire. Puis, on va avoir des barres ou qu'on appelle des arêtes qui vont nous permettre de traverser le graphe. Donc, le principe ici, c'est qu'on a des éléments à l'intérieur. Donc, si on regarde notre petit exemple en bas à droite, là, on va avoir différents nœuds à l'intérieur, qui est nos petits, nos points d'arrêt, les affaires où c'est qu'il faut faire les choses. Puis, on va avoir des transitions qui vont me permettre de passer d'un nœud à l'autre, qui va être les arêtes ou les barres. Donc, ce principe-là, quand on a un sens, okay, puis qu'on ne peut pas revenir ou on ne peut pas cycler facilement en arrière, on appelle ça un graphe. Hein? Donc, le principe, c'est qu'à l'intérieur de l'activité, on va avoir différentes étapes à faire. Okay? Puis, on appelle ça les nœuds. Puis, quand on a fini l'étape, on passe à la prochaine étape. Donc, on passe à travers l'arête, puis on avance dans notre processus qu'on veut représenter. Donc, à l'intérieur de l'activité elle-même, on peut aussi avoir des paramètres d'entrée, des paramètres de sortie, habituellement, qui vont être représentés par des données que j'ai besoin d'avoir pour être capable de faire l'activité, un résultat de l'activité. Donc, si, admettons, je décide de m'enregistrer quelque part, ben, j'ai besoin d'un matricule, d'un nom, puis en sortant de là, j'ai un ticket, un billet qui représente mon affiliation ou mon paiement, je sais pas, de l'enregistrement. Donc, l'activité elle-même, comment est-ce qu'on la précise? C'est assez simple, c'est un gentil petit rectangle avec les coins ronds, avec le nom de l'activité à l'intérieur. Donc, le principe d'une activité, c'est de dire c'est quelque chose qui va avoir à l'intérieur d'autres actions, d'autres éléments pour être complété. Quand on veut aller et puis on veut représenter quelque chose dans sa plus petite forme, okay? Donc dans quelque chose qui ne peut pas être décomposé, on va parler d'action. Donc quand on a une activité, hein, si on regarde à l'intérieur de l'activité, on a différents nœuds, puis les nœuds, ça peut être des actions ou des sous-activités qui vont être encore une autre définition, qui vont être encore plus petites. Mais quand on est rendu à notre plus petit niveau, ce qu'on va parler, c'est qu'on va parler d'action. C'est quand même représenté par un rectangle avec des rebords ronds, mais le principe de l'action, c'est que c'est non divisible dans notre représentation, donc c'est non divisible dans notre modélisation, dans notre diagramme d'activité, puis c'est atomique. Donc quand on avait parlé de l'atomicité, hein, on disait que c'est quelque chose qui ne peut pas être interrompu. Donc, le principe de quelque chose d'atomique, c'est que quand tu le commences, tu t'en vas jusqu'au bout, puis après ça, là, tu dis, OK, ben j'ai fait cette action-là, puis on peut avancer. Donc, comme j'ai dit, les diagrammes d'activité sont fast and loose sur les règles pour être capable de représenter un paquet de choses. Donc, il n'y a pas de règles spécifiques sur comment ou qu'est-ce que j'écris pour définir une action. Fait que ça peut soit être quelque chose de très large qui va être par rapport au système, comme genre enregistrer, tu sais, juste un verbe ou un mot qui représente qu'est-ce que l'acteur ou l'utilisateur est supposé de faire, autant que ça peut être du pseudocode, okay, de langage de programmation. Tu peux mettre I++ dans l'action, puis tout le monde est supposé être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que le principe de l'action, c'est juste notre bloc de base, hein, qu'on ne peut pas sous-diviser dans notre diagramme d'activité. Fait que on a les activités, à l'intérieur des activités, on a des nœuds. Les nœuds, ça peut être soit des sous-activités ou sinon des actions. Une action, ça peut pas être sous-divisé par la suite.
Puis les différents nœuds sont reliés par des arêtes. Donc, prochain principe fondamental, ça va être le principe d'un arête. Donc, quand on travaille avec les arêtes, c'est supposé relier, ok, de manière séquentielle les différents nœuds. Hein? Donc, que ce soit des actions, que ce soit des sous-activités ou des activités, le principe des arêtes, c'est pour dire ça s'en va dans cette direction-là, mon processus. Donc, ici, il faut comprendre que les arêtes, puis le fait que c'est un graphe orienté, indique que les affaires s'en vont dans un sens. Hein? Donc, on part à notre action 1, puis on suit la flèche, puis à partir de là, on peut soit aller à l'action 2, on peut soit aller à l'action 3, puis après ça, de l'action 3, on peut aller à l'action 4. Okay? Donc, chacune des arêtes est dirigée. C'est pas comme une relation, mettons, comme dans notre diagramme d'objet, hein, qui était juste comme une relation, possiblement pas de flèche, qui était bidirectionnelle, que ça avait... Là, ici, le sens est vraiment important. Le graphe est toujours orienté. Donc, ce que ça représente, c'est vraiment juste, par défaut, le flux de contrôle. Okay? Donc, en gros, dans quelle direction ma séquence s'en va. Dans quelle direction mon activité continue. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu dans le diagramme de séquence. Fait que c'est pas quelque chose qui est, que je pense qui est difficile à catcher. Mais, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille dans le diagramme d'activité, on a deux types de flux possibles. Donc, le premier, qui est celui qu'on reconnaît du diagramme de séquence, c'est, ou le diagramme d'état, c'est juste le flux de contrôle. Donc, le flux de contrôle, c'est juste dire, je pars à l'action 1, une fois que j'ai fini l'action 1, je traverse mon flux de contrôle, puis je me retrouve dans une autre action. Okay? Donc, il n'y a pas rien autre que le fait que je continue dans le flux. Okay? Ça fait juste dire aussi que je suis rendu. On a une deuxième possibilité de type de flux, qui est quand même un flux de contrôle. Okay? Ça veut dire que quand je regarde mon deuxième, qui est le flux d'objets, quand je suis à l'action 3, je passe quand même à l'action 4. Mais avec cette passation-là, il va y avoir un principe d'échange de données. Okay? Donc, on va parler d'un flux d'objets. On parle d'objets comme étant le principe de programmation, là, des objets qui contiennent des informations à l'intérieur. Donc, le principe du flux d'objets, c'est de dire, non seulement je passe d'un nœud à un autre, d'une action à un autre, mais avec cette transition-là, j'apporte avec moi des données qui vont pouvoir être transférées d'un nœud à un autre. Okay? Donc, qu'est-ce qui sort de l'action 3 est envoyé à l'action 4. Donc, comment est-ce qu'on fait pour séparer les deux, okay? Pour représenter les deux? Donc, c'est toujours un flux de contrôle, donc ça veut dire que ça fait toujours passer d'une étape à l'autre, mais je peux rajouter un petit rectangle aux deux extrémités de ma petite flèche de mon arête pour dire que c'est non seulement un flux de contrôle, mais c'est aussi un flux d'objets. Donc, quand je vais passer de cette étape-là à cette autre étape-là, il va y avoir des informations qui vont être transférées en même temps que la passation de l'exécution de ce que je suis en train de faire. Donc, on a ce principe-là. On a aussi la possibilité d'avoir des conditions de garde. Hein? Donc, même principe qu'on a vu des 5, 3, 4 fois. Hein? Pas des dizaines de fois, on n'a pas vu des dizaines de diagrammes qu'on a déjà vu. Donc, la condition de garde qui me permet de, sur un arrête, sur une transition, hein? Mais on appelle ça des arrêts dans le diagramme d'activité, d'avoir quelque chose qui est entre crochet carré. Là, ici, je ferai les crochets carrés, mais je peux pas tellement lever ma main droite. Fait que, c'est comme ça, crochet carré. Donc, avec une condition à l'intérieur qui va dire, ben, il faut que cette condition-là soit valide pour être capable de faire la passation d'un nœud à l'autre. Fait que, le prochain élément, c'est la nouvelle chose des diagrammes d'activité qu'on n'avait pas spécifié dans les autres, mais qui devient importante dans le diagramme d'activité. Donc, on va parler des jetons. Okay? Donc, en anglais, ils appellent ça des tokens. Fait que, si vous vous souvenez, on parlait souvent, mettons, dans le diagramme d'activité, qu'on avait juste un des états, quand on parlait des diagrammes d'état, hein,
on parlait souvent qu'il y avait juste un état qui était actif à la fois. Hein? Donc, tu avais cet état-là qui était actif, puis là, tu transitionnais, puis tu avais cet état-là qui était actif, puis là, tu continuais, puis on avait ce principe-là d'état actif, il y en a juste un, puis nous autres, on fait juste l'encercler ou le mettre en fluo, il n'y avait pas rien qui était représenté à l'intérieur. Quand on travaille avec le diagramme d'activité, ce principe de « je suis rendu à cette étape-là » est beaucoup plus lousse. Okay? Donc, il y a beaucoup moins de restrictions. On va avoir le principe de « je suis rendu à telle action » ou « je suis rendu à tel nœud ». Puis, comment est-ce que je fais pour représenter ça? On dit que ce nœud-là, cette action-là, cette activité-là, a un jeton d'exécution. Okay? Puis, le principe du jeton d'exécution, c'est où c'est que je suis rendu à exécuter des choses. Fait qu'est-ce qui va se passer? C'est que en tant que l'action 1 ici, va recevoir le jeton d'exécution, va l'utiliser pendant que ça fait son action, puis après ça, va la donner, puis va passer le jeton d'exécution à l'action 2. L'action 2, lui, va utiliser le jeton d'exécution, et ainsi de suite. Donc, le principe d'un jeton d'exécution, c'est d'être capable de dire « Tiens, je te donne ça, puis à partir de maintenant, tu es capable de t'exécuter, puis une fois que tu as fini, passe-le au prochain. » Pourquoi est-ce que c'est important, les jetons d'exécution dans les diagrammes d'activité? C'est qu'on n'a pas de restriction, contrairement aux autres, pour dire qu'il y a juste une affaire qu'il faut qu'il se fasse à la fois. Donc, les jetons d'exécution, comment est-ce que ça va marcher? C'est qu'on va dire que, initialement, hein, on crée un premier jeton d'exécution sur notre nœud initial. Là, okay? Puis à partir de là, une fois qu'on avance avec le jeton d'exécution, quand quelqu'un reçoit un jeton d'exécution, l'utilise, puis après ça, en produit un pour l'étape suivante. Puis là, on va voir que quand on commence à utiliser des choses comme de la synchronisation, de la parallélisation, on va pouvoir avoir des actions qui ont besoin d'avoir différents jetons avant de s'exécuter. On va avoir des actions qui vont avoir besoin de plusieurs jetons avant de s'exécuter. Donc, le principe de dire que l'exécution, c'est quelque chose de plus tangible, okay, qu'on est capable de mieux représenter avec les différents jetons. Okay? Donc, le principe d'un jeton, c'est comme une espèce de clé qui est capable de démarrer l'action. Une fois que ton action s'est exécutée, tu enlèves la clé et tu passes au prochain. Okay? Fait que là, on va pouvoir dire des fois que ben, j'ai besoin de différentes clés ou j'ai besoin de 5 clés. Puis avec ça, les jetons me permettent de représenter des situations qui étaient non modélisables dans d'autres types de diagrammes. Fait que on a ça en tête, on va avoir un exemple complet un petit peu plus tantôt, une fois qu'on va avoir vu tous les principes fondamentaux. Fait que le principe de jeton, c'est que l'exécution n'est pas unique. Okay? Dans notre diagramme, il va y avoir plein d'affaires qui peuvent s'exécuter en même temps, puis pour savoir qui c'est qui a le droit d'exécuter les choses, on passe des jetons. Notre diagramme a évidemment, ben, pas évidemment, là, mais on reconnaît ces différents symboles-là. Donc, puisque c'est un graphe orienté, il faut que ça parte de quelque part, il faut que ça finisse quelque part. Donc, on va avoir un nœud initial, hein, qui va être le rond complet. Donc, c'est de là qu'on va démarrer l'exécution de notre activité. Donc, le principe ici, c'est qu'on a maintenant une syntaxe pour mieux expliquer comment est-ce que ça marche le début de l'activité. C'est qu'on dit que au nœud initial, au début de l'activité, ça génère un jeton sur ces arêtes sortantes, sur ces barres sortantes. Fait qu'en gros, quand je pars, ça crée un jeton, puis ça le fait passer sur sa flèche, puis là, ça commence à exécuter chacune des actions une après l'autre. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que ça dit que c'est sur toutes ces barres sortantes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de fondamentalement asynchrone, fondamentalement parallèle au diagramme d'activité. Okay? Ça veut dire que de ton nœud initial, tu peux avoir 3-4 flèches, puis chacune de ces flèches-là va avoir un jeton d'exécution qui part en même temps. Okay? Donc, contrairement, mettons, à notre diagramme d'état, où c'est qu'on avait juste une affaire qui était possible de partir en même temps, là, quand on part la patente, tout le monde s'en va, puis commence à possiblement exécuter des choses. On a ensuite le nœud final de l'activité.
Donc, le nœud final, c'est si tu te rends là, ça l'arrête immédiatement, ok? Quoi qu'il advienne à d'autres endroits, parce qu'ici, on a le principe de la synchrone, de paralysation. Donc, dès que tu arrives sur un nœud final, c'est « we're done », ok? Il n'y a pas rien d'autre qui peut être exécuté en même temps. Donc, s'il y a d'autres jetons qui sont en cours d'exécution, tout arrête, tout est perdu. Si c'est pas le cas, puisque on est fondamentalement asynchrone, fondamentalement paralysable, souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu as un jeton d'exécution qui se promène, puis qui arrive à sa fin, mais je veux pas arrêter toute ma machine, hein? Je veux que les autres affaires continuent à se propager jusqu'au bout. Fait qu'on va avoir un nœud final du flux courant. Donc, celui avec un petit X à l'intérieur, c'est le même principe que le nœud final, mais ça ne va pas, ça ne va pas mettre fin à l'activité complète. J'essaierai de dire ça 3 fois vite pour le fun. Donc, le nœud final, c'est ça qu'on va utiliser dès qu'on a quelque chose qui est parallèle, puis que toutes les exécutions parallèles, il faut qu'ils se terminent un moment donné. Okay? Donc, on utilise le nœud final de flux pour être capable de représenter ça. Fait que, pas mal des choses qu'on connaissait, okay? Une petite variation par rapport à ça, mais c'est juste que maintenant, il va falloir y penser d'une manière asynchrone. Okay? C'est qu'il n'y a pas juste une affaire qui se passe, il y a bien des jetons d'exécution qui se passent un peu partout. Ok, ensuite, on a un paquet de choses qui est des symboles qu'on va reconnaître, qu'on connaît déjà. Donc, un nœud de décision, où c'est qu'on a des chemins alternatifs. Ok, donc on a le petit losange avec des flèches qui sortent du petit losange. Donc, le principe, c'est que c'est une possibilité alternative, c'est un ou l'autre, ou en tout cas une des sélections possibles. Donc ici on a un exemple, c'est qu'on a l'action 1 qui commence, exécuterait un jeton, puis quand on vient pour passer le jeton, ben là il faut que ça décide est-ce que ça va à l'action 2 ou l'action 3. Ce ne sera pas les deux qui vont pouvoir être exécutés. Oui Steve? C'est-tu normal que moi je vois rien, que j'ai juste une page blanche? Non, ça peut arriver. Ok, c'est bon. Si on revient ici, ouais, c'est ça. Ok, t'as reculé. C'est bon, merci. On revient, c'est Teams, fait que ça arrive, faites juste le mentionner. Donc, même principe qu'on avait auparavant, on a une flèche qui rentre, plusieurs flèches qui sortent, souvent avoir des conditions de garde qui vont venir avec. S'il n'y a aucune condition de garde, c'est que c'est un else implicite. Sinon, c'est pas mal ça qui se passe. Pour le chemin alternatif. Autre. Fait que on a pas l'inverse, mais comme le principe de nœud de fusion. Okay? Donc, ça nous permet de ramasser plusieurs cas possibles, puis de faire passer le jeton. Donc, le principe, c'est encore une fois le losange, mais cette fois-ci, ce losange-là va avoir plusieurs entrées. Okay? Donc, le principe, c'est juste de dire qu'il y a plusieurs manières de se rendre à une passation de jetons. Okay? Donc ici, on peut arriver à notre write exam, soit de attend lecture, ou soit d'avoir une note qui est égale à 5. Okay? Donc, c'est pour dire, le write exam a juste besoin d'avoir un élément, mais ça peut venir soit de attend lecture, soit revenir de lui-même qui a comme fait le tour. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de celui-là? On va voir ça quand on va regarder les nœuds de synchronisation. Donc, on va avancer un petit peu. Donc, un exemple de chemin alternatif, c'est des choses que on est pas mal capable de voir. Fait que, on regarde ici les nœuds de paralysation puis les nœuds de synchronisation. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, quand on arrive à le register, on passerait un jeton, puis le jeton, qu'est-ce qui va arriver avec? Ben, il va se dédoubler pour être capable de activer en même temps le Participate in Assignment puis le Attend Lecture. Puis, une fois qu'on a fini avec la paralysation, ben, on va avoir le nœud de synchronisation qui va attendre un jeton de chaque barre, puis qui va avoir juste un jeton qui va sortir de là pour faire l'écriture de l'examen.
OK? Donc, ça nous permet de représenter ça. Là, ici, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est que dans le diagramme d'activité, les nœuds de parallélisation puis les nœuds de synchronisation sont implicites si on ne met rien. Je m'explique. J'ai ici deux exemples. Okay? Donc, dans le premier exemple, c'est qu'est-ce qu'on reconnaît comme étant les nœuds de parallélisation puis les nœuds de synchronisation. Ça veut dire que je commence dans mon register. Une fois que j'ai fini, en fait, je commence à mon nœud initial, je passe le jeton à mon register. Le register passe le jeton au nœud de parallélisation. Ça crée deux jetons, un qui va aller à Participate in Assignment, l'autre qui va aller à Attend Lecture. Puis après ça, mon nœud de synchronisation va recevoir les deux jetons. Puis une fois seulement qu'il y a les deux jetons, hein, donc quand on a besoin de plusieurs jetons, on attend pour tout avoir. Après ça, ça s'en va au write exam, puis après ça, ça termine mon élément. Mais si on regarde l'exemple en dessous, là, on a comme un peu le même principe, c'est juste qu'on n'a pas mis les nœuds de parallélisation puis de synchronisation. Puis, dans un diagramme d'activité, c'est équivalent. OK? Donc, qu'est-ce que ça implique, ça? C'est que quand j'ai un nœud, donc une activité, une action, qui a plusieurs arêtes sortantes, ça veut dire que chacune des arêtes va générer un jeton d'exécution à partir quand j'exécute cette action-là, quand j'exécute ce nœud-là. OK? Donc, par défaut, c'est de la parallélisation qui est employée. Donc, contrairement aux autres, c'est que tu n'aurais pas le droit, dans le diagramme d'état, on n'aurait pas le droit d'avoir deux liens comme ça, il faudrait en choisir un ou l'autre, blablabla. Là, c'est juste, c'est correct, les deux vont se faire en même temps, OK? Puis, advienne que pourra. Même principe pour quand j'ai plusieurs arêtes entrants, plusieurs fronts entrants. Donc, quand je regarde le write exam de l'exemple du bas, j'ai deux arêtes qui arrivent dedans. Ce que ça implique, ça, c'est que j'ai besoin d'avoir des jetons d'exécution sur chacune de ces arêtes-là avant d'être capable de faire l'écriture de mon examen, avant de faire mon write exam. Donc, ça nous permet de facilement travailler avec des éléments, des processus asynchrones. Okay? Ça veut dire que quand on travaille avec des diagrammes d'activité, les nœuds de parallélisation puis les nœuds de synchronisation sont habituellement facultatifs. Okay? On ne va pas en voir souvent parce que juste de mettre plus de flèches, ça fait la même chose. Fait que ici, on va avoir un exemple. OK? Donc, on regarde ici, puis qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a un processus complet qui est représenté. Donc, on veut créer puis envoyer des invitations pour une réunion. Donc, on peut voir ici qu'on commence. Puis, ici, on peut mieux comprendre, avec comme la parallélisation puis la synchronisation implicite, pourquoi est-ce que les nœuds de décision de fusion sont importants. Parce que si on regarde notre premier élément, là, notre print invitations, en ce moment, le print invitations a juste un arrête entrante. Donc, a juste besoin de un jeton d'exécution. Parce que juste avant, j'ai un nœud de fusion qui va dire que le jeton d'exécution, soit qui vient de notre nœud initial, soit qui vient de notre rétroaction qui va venir de tantôt. Mais si j'avais deux flèches qui arrivaient directement dans le print invitation, ça ferait en sorte que j'aurais besoin d'avoir les deux en même temps pour activer le print invitation, ce qui ne marcherait pas parce que dès le début, ça ne marcherait pas, j'aurais pas deux jetons qui seraient disponibles. Fait que, on a l'exemple ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à... On va avoir un autre exemple plus complet tantôt, fait que je veux plus m'arrêter sur celui-là. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici des... deux types de nœuds final. Donc, si on s'en va complètement à droite, on peut voir qu'après avoir envoyé les invitations, quoi qu'il advienne, on termine notre diagramme d'activité. Puis, on peut voir que quand je suis à l'intérieur de... Quand je suis en train d'adresser les invitations, si j'ai pas toutes les adresses possibles, je peux arrêter certains flux,
de manière non terminale. Ça veut dire que ça ne va pas arrêter mon diagramme au complet. Un meilleur exemple pour bien démontrer comment la différence entre les nœuds finales, on a ici deux diagrammes semblables, mais assez différents que ça cause, ok, pas de l'ambiguïté, mais une différence fondamentale qu'il faut regarder. Donc, on a le principe de un étudiant qui veut suivre un cours. Okay? Fait que si on regarde le diagramme du haut, on s'enregistre. Une fois qu'on s'est enregistré, il y a la participation aux différents travaux pratiques, la participation au cours, puis quand j'ai participé dans les travaux pratiques, si j'ai pas participé, ok, ça l'arrête. Puis si je participe, le yes, ça continue dans mon flux. Ok? Si on regarde la partie d'en bas, j'ai le même principe, donc je m'enregistre, j'ai une paralysation pour participer dans mes travaux pratiques, j'ai la participation au cours, mais là j'ai un nœud de synchronisation pour mon examen. Fait que ces deux éléments-là ne sont pas équivalents. Si je suis méchant, là, puis je vous demande d'interagir aujourd'hui avec moi, puis je vous demande, c'est quoi la différence entre ces deux diagrammes d'activité-là? Qu'est-ce qui va changer dans l'exécution de la chose? Qu'est-ce que vous pourriez me dire de ça? Donc, on en a un premier qui utilise des nœuds finaux de flux, hein, pour représenter chacun des deux flux qui se séparent. Puis l'autre utilise un nœud de synchronisation. Fait que c'est quoi la différence entre les deux dans le timing des choses, donc dans l'ordre ou dans lequel je peux exécuter les choses? C'est vrai que dans le premier, tu peux finir les deux nœuds finales en même temps, tandis que dans le deuxième, il y a avec le comme comment on appelle ça déjà quand ça la barre, j'oublie tout le temps le terme. Je sais qu'on a dû en parler. Là, le nœud de synchronisation, tu parles? Merci, le nœud de synchronisation, c'est ça. Est-ce que ça pourrait causer comme un va faire avant l'autre vu qu'ils passent par le même chemin? Ben, c'est plus qu'il va pouvoir dire un peut être fait avant l'autre. Okay? Fait que le principe ici, c'est est-ce que je peux aller au cours? Okay. Lequel des diagrammes va me permettre d'aller au cours, de faire l'examen, puis de ensuite participer aux travaux pratiques? Celui du bas. Celui du bas, ouais. C'est faux. Ouais. Parce que on m'a demandé lequel je peux aller au cours, faire l'examen, puis ensuite participer aux travaux pratiques. Puisque dans celui du bas, c'est ça. Dans celui du bas, il y a le nœud de synchronisation. Le nœud de synchronisation demande que tous les jetons soient prêts avant d'être capables de passer à cette activité-là, avant de passer à ce nœud-là. OK? Donc, c'est comme une espèce de gate. OK? C'est une barrière. Okay. Si on regarde le premier, les deux jetons se séparent, hein, puis les deux jetons deviennent complètement asynchrones. Ça veut dire que je peux suivre le cours, passer l'examen, terminer cette partie de flux-là, puis ensuite participer aux travaux, puis là, décider est-ce que je, oui ou non, fais mon affaire. Ouais. OK? Donc... Puis t'as aussi le... Oui. Je me rappelle pas le cercle avec le point ou avec le X. C'est pas déjà le nom de ça. Ben le nœud final, mais... Le nœud final, c'est celui qui est juste... celui-là qui est en haut à droite, celui-là avec le double cercle. Puis on a le nœud final de flux, ok, donc qui est comme pas un... qui n'arrête pas le diagramme d'activité au complet. T'sais. Ben ça, on avait un indice là aussi d'une certaine manière, parce que ça nous montrait que... Parce qu'en bas, en tout cas, bref, ça nous montrait que un des deux, ça se termine pas au complet le flux final. Et voilà. Fait que là, dépendamment de qu'est-ce que tu veux... Fait qu'on peut voir ici que ces deux diagrammes-là représentent pas la même chose. Hein?
Donc, le premier, admettons, ce serait pour un cours de cégep à distance, là, où c'est que tu peux suivre le cours, passer l'examen quand tu veux, puis après ça, tu remets tes travaux, puis ça va bien. T'sais. Tandis que celui du bas, ce serait plus qu'est-ce que nous, on fait. T'sais. On a le cours, on a des travaux, puis une fois que tout ça s'est complété, on peut passer l'examen final, puis terminer qu'est-ce qu'on a fait. OK? Donc, il faut faire attention à comment c'est représenté. Ici, on va avoir un petit exemple de comment est-ce que ça se passe avec les jetons, okay, dans le flux de contrôle. Donc, juste pour bien voir le principe de jetons, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on commence, puis on a un premier jeton qui est créé sur notre nœud initial. Hein? Donc, nœud initial, ça crée un jeton, puis ça le passe automatiquement sur son arête. Fait que là, ça arrive dans notre action 1. Puis, dans l'action 1, lui, ça va consumer le jeton, okay, pour être capable d'exécuter le contenu de l'action 1. Une fois qu'on a terminé l'action 1, on remet un nouveau jeton sur ses arêtes sortantes. Hein, parce qu'on a dit que si on en avait plusieurs, ça aurait été plusieurs jetons qui auraient été créés en même temps. Donc, on continue avec ça. Là, ici, on a un nœud de décision. Le nœud de décision nous dit qu'il faut choisir un des bords à aller. Là, ici, on n'a pas mis les différentes conditions, là, mais mettons qu'on décide de prendre la condition du haut. Okay? Ça veut dire que l'action 3, elle ne sera pas exécutée dans notre exemple courant. Là. Fait que ça veut dire qu'on a l'action 2 qui reçoit un jeton, qui est capable de consommer le jeton, okay? Puis à partir de là, est capable de lui fournir un jeton à son tour. Là ici, on a un nœud de fusion, hein? Donc qui est capable de prendre un jeton de n'importe quelle arête entrante, puis de le faire transitionner pour le faire passer à une autre action. Fait que ça pogne qu'est-ce qui arrive de action 2, puis ça le donne à action 4. Fait que action 4, lui, vient de recevoir un jeton, est capable de consommer ce jeton-là pour être capable de faire son action, puis rejette un jeton à son tour à sa sortie. Là, ici, on a un nœud de paralysation, ça veut dire que les jetons se dédoublent. Hein? Donc, on va être capable de exécuter l'action 5 puis l'action 6. Chacun va consommer leurs jetons respectifs, va être capable de émettre un jeton de chacun de leurs bords, qui arrive à notre nœud de synchronisation. Le nœud de synchronisation, on attend qu'il y ait un jeton sur chacun des fronts entrants, sur chacune des arêtes entrantes, avant d'être capable de prendre ça, les consommer, puis juste de donner un jeton en retour. Fait que on a ensuite l'action 7 qui est disponible, consomme le jeton, réémet le jeton, qui arrive à notre action 8. Puis là ici, le principe c'est que cette action 8-là consomme le jeton, puis par défaut, puisqu'on a, c'est comme si on avait de la paralysation, l'action 8 va émettre 2 jetons d'exécution. Donc, l'action 9 et l'action 10 vont pouvoir les deux manger le jeton, exécuter leurs différentes actions, à leur tour émettre le jeton. Fait que là, pour mon action 11, puisque j'ai plusieurs arêtes entrantes, plusieurs fonds entrants, il va attendre d'avoir un jeton sur chacune des entrées avant de pouvoir, lui, consommer ces différents jetons-là, être capable d'en avoir un en sortie. Puis à la fin, on a encore une fois un nœud de décision qui va nous dire, ben, je choisis juste l'un des deux à l'intérieur qui me permet de le consommer, d'en émettre un nouveau et d'arriver à notre nœud final qui nous dit que j'ai fini mon diagramme d'activité. Ok, fait qu'on peut bien voir ici la facilité avec laquelle le diagramme d'activité est capable de gérer de la paralysation des événements concurrents et ainsi de suite. Excellent. Fait que ça, c'est la première partie sur les éléments de contrôle, hein, donc comment est-ce qu'on se promène dans notre diagramme d'activité. Là, on va regarder l'autre partie qui nous décrit qu'est-ce qui se passe du côté des données. Hein, parce qu'on avait dit que notre diagramme d'activité, on a
le flux de contrôle, puis on a le flux de données aussi qui est possible. Donc, souvent, quand on a un flux de données, qu'est-ce qui va se passer? C'est, qu'est-ce qu'on a vu? Hein, c'est l'exemple d'en bas, là, où c'est qu'on a une première action. La première action, avec sa transition, avec son arrête, a en fait une sortie qui va être un objet, okay, donc une donnée quelconque. Puis cette donnée-là va être transférée à l'autre action. Habituellement, c'est une méthode, un élément, en tout cas un paquet d'informations qu'il faut qu'il se promène dans mon système, dans mon diagramme. Donc, il y a différentes manières de faire cette notation-là. On peut avoir à l'entrée ou à la sortie des petits rectangles, comme on a dans la partie du bas, là, où c'est que ça dit c'est quoi, mais aussi ce qui va être plus souvent utilisé pour diminuer le nombre de choses que j'ai à écrire, c'est notre premier schéma, où c'est que je vais avoir ce qu'on appelle un nœud objet. Donc le nœud d'objet, contrairement au nœud d'activité ou au nœud d'action, lui c'est un rectangle avec des coins pas carrés. Donc quand j'ai un rectangle pur et simple, c'est que c'est un nœud d'objet, donc habituellement qui va être entre deux actions ou deux activités, puis qui va dire que je reçois des informations de d'où c'est que je viens. Donc si je regarde mon exemple, l'action A, quand j'émets mon jeton, ben avec le jeton, je vais avoir l'objet qui représente quelque chose qui va être utilisé dans mon système, puis qui va être ensuite transféré à mon action B. Donc, le diagramme d'activité, à place de juste représenter, comme dans, mettons, le diagramme de séquence, juste une série d'actions, va aussi représenter la passation d'informations. Puis c'est ça la grande différence. Puis c'est de ça que je parlais quand j'ai l'amalgame de paquets d'affaires. Hein. Donc, on peut avoir un nœud d'objet entre différents éléments pour mieux représenter qu'est-ce qui va être envoyé ou reçu. OK? Donc, le principe ici, si on regarde notre élément, on a deux manières de représenter la même chose. Okay? Donc, on a une activité qui est une activité de devoir quelconque. Là. Okay? Donc, l'activité reçoit, donc si on regarde, on a un petit rectangle plein qui rentre dans notre activité, qui est le task en tant que string. Puis on voit qu'en sortant de là, on a une note, un grade qui est un integer, un entier. Okay? Donc ça, c'est notre activité. Puis à l'intérieur, ben, on peut voir ici qu'on peut soit avoir la version, notre premier diagramme qui est la version avec les objets entremêlés de nos actions. Fait qu'on dit que bon, ben, je passe à travers ma tâche. Avec la tâche qui est résolue, je dis que c'est correct, puis je la corrige, pardon, puis une fois qu'elle est corrigée, je la note. Donc je peux voir ici que j'ai deux objets de type task, okay, qui va me permettre de dire que je passe mon objet task de mon process à ma correction à mon grade, ou j'ai l'équivalent, okay, donc c'est l'équivalent qui est en dessous, qui va me dire que pour chacune des activités, chacun des nœuds, j'ai une entrée puis une sortie qui va être le task. Ok, donc ces deux diagrammes-là, c'est des diagrammes équivalents. Habituellement, on va utiliser celui du haut parce que c'est plus facile de voir que c'est une information qui transige entre les éléments. Mais les deux sont disponibles dans les diagramme UML. Alright. Fait que ça, c'est les principes de nœud d'objet. Une variation, en fait, une extension possible des nœuds d'objet, c'est le principe d'un buffer, okay, un tampon central. Donc, quand j'ai une source de données, okay, qui me permet, ou en tout cas une source d'informations, une source d'éléments, qui peut être accédée de différentes manières, je peux avoir ce qu'on appelle un tampon central. Donc, qui va avoir une représentation de plusieurs jetons d'objets. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on peut avoir l'élément central qui est capable de fournir
des jetons d'objets, donc qui vont me permettre d'activer des choses, puis qui va avoir une meilleure gestion centrale de ces objets-là, de ces informations-là. Fait que, meilleur exemple, c'est qu'est-ce qu'on a comme présentation en dessous qui représente la gestion de clés, ok, pour une salle. Fait que, mettons, j'ai une petite boîte, ok, puis à l'intérieur, j'ai 4 clés qui me permettent de dire, ben, si tu prends la clé, tu es capable d'aller ouvrir telle salle. Ben, cette boîte-là, elle a 4 clés. Fait que je peux te donner l'autorisation d'aller dans la salle à 4 personnes différentes. Puis, quand je n'ai plus de clés, ben, je suis plus capable de donner cette autorisation-là jusqu'à temps que je récupère les différentes clés. Fait qu'ici, on a ce principe-là qui représente en bas à gauche mon tampon, mon buffer, où c'est que j'ai différentes clés à l'intérieur. Fait que lui, il va tout le temps fournir un token dès qu'il y en a un de disponible à mon Grant Access Authorization. Ok, donc tant qu'il y a des clés, il est capable de donner un jeton qui fournit une clé pour être capable de continuer whatever que tu es en train de faire. Puis la personne qui utilise la clé, ok, bon, fait ses différentes tâches. Puis une fois qu'il a terminé, ben lui va redonner la clé au cabinet. Donc le cabinet, lui, a une conscience du nombre de clés qu'il y a, du nombre de jetons, hein, dans ce cas-ci, qu'il pourrait distribuer. Donc il peut en donner jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, puis il va en recevoir une fois que le monde a terminé leurs différentes choses à faire. Fait que on a ici un espèce de tampon qui me permet de dire, ok, j'ai les informations qui résident dans cet emplacement-là central. Une autre représentation des données possibles, c'est le principe de magasin de données, un data store qui appelle. Donc ici, un data store, ce qu'on connaît le plus comme étant des data stores, là, c'est des bases de données. Okay? Donc une place centrale où c'est que les informations sont comme canoniques. Okay? Donc la place où c'est que les vraies affaires sont enregistrées. Donc, le principe ici, c'est qu'on peut avoir notre data store, hein, puis c'est lui qui va aller rendre l'information, puis qui va être capable de fournir de l'information à quelqu'un d'autre. Donc ici, j'ai les informations d'un examen. Fait que quand je m'enregistre, ben, les données de l'étudiant sont envoyées dans mon data store. Une fois que j'ai écrit l'examen, puis que j'ai complété mes différents travaux, toutes ces informations-là sont dans le data store, puis plus loin, quand je veux calculer ma note finale, mon calculate grade, ben je vais aller sortir les informations du data store pour être capable d'aller avoir les informations requises. Donc, le data store, c'est habituellement une place où c'est que je suis capable d'emmagasiner les données. Notre représentation la plus typique, c'est une base de données. Parfait. Parfait. Fait que ça, c'était les nœuds d'objets. Okay? Donc, les nœuds d'objets, c'est pour représenter de la passation d'informations à l'intérieur de notre diagramme d'activité. On continue. On va regarder les événements possibles. Non, pas sûr des événements. Avant, on va regarder le principe de poids. Donc, on avait parlé de jetons, hein? Puis on avait parlé que tu as besoin de manger un jeton pour être capable de exécuter une activité. Ben, on est capable de dire, j'ai le droit de demander plus qu'un jeton à la fois, avant d'être capable d'exécuter une activité. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on le met entre accolades, puis on est capable de dire... j'ai un poids de l'arête. Donc un poids, ça représente le nombre de jetons qu'il faut que ça mange pour être capable d'exécuter ce que j'ai besoin de faire. Donc ici, dans l'exemple, j'ai un événement register, puis à chaque fois que j'ai un register, ça me crée un jeton. Mais avant de créer un nouveau groupe, j'ai besoin d'avoir 30 enregistrements. Ok, j'ai besoin de consommer 30 jetons avant d'exécuter le Create New Group. Donc le principe, c'est que je peux demander plus qu'un jeton à la fois au besoin. Des fois, si on a des trous dans notre diagramme, là, parce que, comme je l'ai dit, le principe des diagrammes d'activité, c'est que c'est des affaires complexes. Hein, je peux avoir une espèce de trou noir, un wormhole qui me permet de passer d'un point à un autre. Fait que je peux avoir un connecteur, hein, qui me permet juste de dire
je rentre là-dedans, puis ça ressort de l'autre bord. Donc, il y a un lecteur nommé, habituellement juste avec une lettre, qui va me permettre de dire, ben, je rentre là, puis je m'en vais plus loin. C'est utilisé quand le diagramme est super complexe, puis je suis pas capable de me rendre d'une place à l'autre avec la flèche facilement. Donc, il y a rien de spécial avec le connecteur. On va muter Christopher et sa rue. Moi, je savais pas que j'étais encore mieux. Désolé. Ok, fait que ensuite on va parler des événements. Donc le principe de l'événement, c'est quelque chose qui ne si on envoie quelque chose, ok, habituellement c'est que c'est un signal qui va se propager quelque part d'autre. Donc, habituellement, quand on envoie le signal, donc dans notre premier exemple, ça va être soit relié à un système externe ou sinon à un autre type de diagramme. Hein, on se souvient, dans nos diagrammes de séquence, on avait des choses qui pouvaient venir de nulle part. Là. Ben, c'est le genre de signal qui pourrait venir de nulle part. Okay? Ou sinon de dire, ben, envoie les différentes affaires, c'est envoyer un signal qui dit, ben, envoie un courriel, envoie quelque chose, okay? Fais quelque chose avec ça. Donc, ça nous permet d'envoyer un signal vers quelque part d'autre, un autre système, un autre type de diagramme, n'importe quoi. Ça ne change rien dans l'utilisation de l'action, par exemple, ça reste comme une action normale qui va consommer un jeton, qui va émettre un jeton, ça reste pareil. Quand on accepte des événements, donc quand on a le petit drapeau là, comme inversé, là, avec le petit plus grand que à la gauche, le principe d'accepter des événements, c'est de dire ça ici, c'est capable de générer des jetons tout seul, de nulle part, quand cet événement-là arrive. Donc, le principe, c'est qu'on a, mettons ici le fire alarm, hein? Donc, quand cet événement-là est généré, ça va générer un jeton automatiquement, qui va donc se propager, puis à dire, ben, quand il y a l'alarme qui sonne, il faut évacuer. Hein? On a aussi des jetons on a aussi des événements temporels. Donc, on peut avoir ici le petit X qui me permet de représenter, de dire, ben, quand tel timeline, tel délai, tel temps précis est arrivé, ça génère automatiquement un jeton pour être capable d'activer les choses par la suite. Fait que principe, facile, on commence, on a un événement, puis c'est quand l'événement arrive qu'on commence à passer notre jeton, travailler, puis avancer dans notre affaire. On a la possibilité d'avoir des sous-activités. Okay? Donc, le principe, c'est que quand j'ai une activité complète qui est quelque part d'autre, puis que je veux l'appeler, okay, en tant qu'un autre diagramme d'activité, ce que je vais utiliser, c'est la petite fourche inversée en bas à droite de mon nœud. Donc ici, j'ai deux diagrammes d'activité, donc le Organize Exam, puis dans le Organize Exam, j'ai un des nœuds qui est le Issue Certificate, puis le Issue Certificate, c'est un autre diagramme d'activité. Fait que pour dire, hey, ça c'est un autre diagramme d'activité, va voir ailleurs, voir c'est quoi toutes les actions que tu as besoin de prendre pour être capable de faire ça. On met une petite fourche, une fourchette inversée en bas à droite pour dire, va voir ailleurs, c'est un autre diagramme complet, c'est pas une action cette affaire-là. Fait que c'est juste ce principe-là, on est capable d'appeler des diagrammes d'activité à l'intérieur d'autres diagrammes quand je rajoute la petite fourchette. Excellent. Un concept purement visuel. Okay? Donc, ça ne change rien dans l'exécution de la chose. C'est les différentes partitions. Donc, puisque... oui, Christopher? Non? C'est ça, bon, parfait, je voyais plus rien. Ah, ok. Je voyais plus les... ouais. Parfait, merci. On est back. Donc, les partitions, le principe, c'est un peu comme des... ils appellent ça des swim lanes, là, comme quand tu fais de la natation, là, tout le monde est dans son corridor, là, tu sais. OK, fait que le but de la partition, c'est juste pour
bien représenter c'est qui ou c'est quoi qui va avoir un accès, qui va avoir l'interaction à faire dans notre diagramme d'activité. Donc, le but, c'est d'avoir des grosses colonnes, okay, des gros rectangles, qui me permettent de dire, OK, cette partie du diagramme-là, c'est tel acteur ou tel système qui a ça en charge. Donc, c'est purement visuel, c'est purement pour assigner des responsabilités. Ça n'a rien sur l'exécution de la chose. C'est vraiment juste pour mieux représenter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, plus facilement comprendre, OK, où c'est qu'on est rendu, qui c'est qui est supposé être en train de faire ça. Donc, on a un exemple ici. Quand j'ai la passation d'un cours, ben, l'écriture de l'examen, ça devient avec le student. Puis après ça, il y a juste des employés qui sont en train de faire ça. Il y a le professeur qui va corriger, puis il y a le secrétaire qui va donner le certificat final une fois que tu as terminé. On peut avoir un diagramme qui fait des steppettes pour aller dans chacun des corridors. Le principe, c'est que les corridors, eux autres, sont immuables. Une fois que tu as fait les colonnes, tu peux pas comme avoir des tracés qui se déplacent. C'est supposé être des colonnes. Donc, si tu as besoin d'avoir un retour, ben, il faut avoir quelque chose qui descend, puis qui va faire des zigzags comme ça dans notre séquence, pour garder les différentes colonnes des partitions intactes. Fait qu'on a le même principe, c'est juste que là, après le take exam, ou en tout cas après la création de l'examen, on a les instructions qui sont imprimées, on le prend, on fait la correction par le professeur. Fait qu'on peut voir ici que le professeur a différentes actions à faire dans le temps. Puis après ça, l'assistant publie les résultats. Fait qu'on peut voir ici chacun comme sa propre colonne, mais les colonnes ne sont pas séparées. On peut aussi avoir des partitions qui appellent multidimensionnelles. En gros, c'est de faire des colonnes puis des lignes. Donc, c'est juste plus de granularité pour être capable de encore plus mieux représenter qui c'est qui est en train de faire ça. Donc, ici, on a un principe d'une communication entre deux universités différentes. Donc, on a des professeurs, mais d'une première université, on a des professeurs d'une autre université, on a des secrétaires d'une université, on a des secrétaires d'une autre université. Puis, dépendamment de où c'est que tu es rendu, ça va aller à différents endroits. Pour les partitions, on peut, si c'est vraiment trop compliqué, juste avoir une notation textuelle. Donc, dans chacune des actions, tu as juste à mettre en parenthèse qu'est-ce que tu as besoin d'écrire, qu'est-ce que tu es en train de présenter. Puis, ça va faire la même représentation, juste d'une manière différente. Fait qu'ici, on a un exemple de la création d'une carte étudiant. Donc, on aurait la machine à état qui pourrait représenter ça. Puis ensuite, on a le diagramme d'activité qui représente l'activation de cette machine à état-là. Fait que on a ici notre nœud initial qui est en bas à gauche, où c'est que l'étudiant commence par demander une carte d'identité. Ensuite, l'employé crée la carte d'identité dans le système. On a l'étudiant qui remplit les informations de la carte d'identité, qui la redonne à l'employé. L'employé check toutes les affaires, puis si tout est correct, on stamp le ID, puis on a l'étudiant qui attend de recevoir cet élément-là pour être capable de dire, OK, ben, je mets mon autocollant dessus pour dire que je suis correct, puis tout va bien. Ça ici, c'est, pour donner une idée, c'est juste le flux de contrôle qui est disponible, mais le diagramme d'activité nous permet d'avoir le flux de données aussi en même temps. Donc ici, on a le même diagramme, donc on peut voir ici que c'est les mêmes, c'est les mêmes actions, mais on a intercalé les différents nœuds d'objets à l'intérieur. Où c'est que le ID traverse notre diagramme, puis a différents états. Donc, quand on commence, quand on le crée, le ID il est blank, puis une fois qu'on a le fill-out ID, il est filled out, puis après ça, on va avoir le ID stamped à la fin, ou sinon, on a un ID invalide qui est celui qui a été détruit. Donc, pour chacun, on a les différents éléments. Donc, tous ces éléments-là nous permettent de représenter des situations complexes, puis d'une manière qui est guillemets conviviale.
Excellent. Dernière chose à parler aujourd'hui, ça va être le principe des exceptions. Donc, les exceptions, c'est des événements inhabituels qui vont se passer à l'intérieur de notre système. Puis les exceptions, puisque c'est quelque chose qui est dans le diagramme d'activité, qui est supposé être parallèle, qui est supposé être très versatile, ça se passe un petit peu différent. Donc, le principe, c'est que, bon, premièrement, comment ça se décrit? Donc, on va avoir une flèche en zigzag, une flèche en tonnerre, qui représente, OK, il y a quelque chose d'exceptionnel qui vient d'arriver. Puis, on va avoir le E qui va être l'événement d'exception, donc l'exception produite qui part de mon action A. Donc, quand je suis dans mon action A, je peux avoir l'exception E. Puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le gestionnaire d'exception, le Exception Handler, va être activé. Donc, quand j'ai l'exception 1 E qui arrive, j'ai un jeton qui est automatiquement créé, qui va être consommé par mon Exception Handler. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que une fois que j'ai fait ça, le jeton normal de A continue à avancer. Donc, ça veut dire que la gestion des exceptions, quand on travaille avec le diagramme d'activité, n'est pas une chose terminale. C'est plus comme un try-catch. On attrape l'exception. Une fois qu'on a traité l'exception, on continue notre activité normalement. Exemple de ça. On a ici la gestion de l'impression d'examen. Donc, je commence, j'ai fait les instructions, j'avance dans... j'essaie d'imprimer mes instructions pour mon examen. Puis là, j'ai deux exceptions possibles. Soit que j'ai un paper jam, ou c'est que si j'ai un paper jam, qu'est-ce que je fais? Ben, je clear la machine, j'enlève les papiers, j'enlève le jam quelque part. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va retourner automatiquement au print exam instructions. Donc, ça ne va pas arrêter ma machine au complet. Ça va revenir à l'action où c'est que c'était avant l'exception. Même principe, si j'ai mon imprimante qui n'a plus de papier, ben, je vais commencer une activité qui est le Add Paper, je vais aller chercher le papier, je vais insérer le papier, puis ça va me permettre de gérer cette exception-là, qui va me permettre de reprendre mon Print Exam Instructions. Puis là, ici, j'ai une conditionnelle qui me permet de boucler tant que j'ai pas assez de copies. Puis en sortant de là, ben, je devrais avoir tous mes examens imprimés, prêts à distribution. Fait que les exceptions dans les diagrammes d'activité, c'est pas quelque chose de qui barre tout. C'est juste, il y a quelque chose de inhabituel qui s'est passé, on le traite, puis on continue normalement. On a la possibilité aussi d'avoir des régions qui peuvent être interrompues. Donc, même principe, si on regarde, on a la petite flèche en zigzag qui va arriver sur un élément d'exception. Mais quand on a une région, les règles changent un petit peu. Donc, si je suis à l'intérieur de la région, puis j'ai l'événement E qui va dire, OK, ben il s'est passé quelque chose de pas correct. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va être quelque chose qui va casser les jetons habituels. Donc, quand j'ai une région d'activité interruptible, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les jetons qui existaient à l'intérieur de la région sont automatiquement supprimés. Donc, contrairement à la gestion normale d'exception, la région, elle, c'est plus quelque chose qui va casser, puis qui va dire, ben, si ça se passe, je veux pas continuer où c'est que j'étais, je veux prendre une nouvelle track. Donc, si on regarde ici, pendant l'exécution de B ou C, j'ai mon événement E, ça génère l'exception qui s'en va à D, puis à partir de là, je termine à partir de D, mais tout ce qui se passait dans B puis dans C, c'est mis de côté. On ne retouche plus à ça. Alright. Fait que on a un exemple ici, donc même principe de passer un cours et ainsi de suite. Donc je m'enregistre, je peux faire plein de choses, mais si à n'importe quel moment je décide de me désinscrire, ben je désinscris l'étudiant, puis tout ce qui se passe à l'intérieur, on s'en fout, ça n'a plus rapport
ça ne devrait plus avoir d'action qui continue à l'intérieur de cet événement-là. OK? Bravo. J'ai réussi à saupoudrer tout le savoir que j'avais sur les diagrammes UML. Donc, on a passé à travers les diagrammes d'activité. Donc, on a le principe des activités qui sont représentées par des nœuds d'action, des nœuds d'activité. Les deux, c'est des rectangles avec des coins ronds. On a différents nœuds initiales, des nœuds finales pour l'activité au complet. Donc, ça termine tout. On a les nœuds de flux qui sont ici. Les nœuds de finale de flux qui n'arrêtent pas toutes. On a nos nœuds de décision, nos nœuds de fusion qui me permettent de propager un seul jeton à travers mon affaire. On a les nœuds de parallélisation, nœuds de synchronisation qui est capable de dédoubler ou de fusionner des jetons. On a des arêtes qui me permettent de transitionner entre mes différents nœuds. On a l'appel à une autre activité avec la fourche inversée. On a les partitions qui sont des petits canaux pour dire qui c'est qui est en train de faire les choses. Puis on a les signaux que je peux envoyer, les événements que je peux recevoir, soit un événement, soit un événement temporel. On a des nœuds d'objets qui représentent des informations qui sont transférées d'une activité à une autre, donc des rectangles purs et simples. Puis quand on travaille avec ça, on peut utiliser des petits rectangles à l'intérieur. Puis finalement, on a les exceptions qui peuvent soit être faites à un niveau local sur l'action, qui fait en sorte que l'action continue par la suite, ou sinon dans une région qui va faire en sorte que tous les nœuds de la région sont supprimés. Et voilà. Stop presenting. Fait que ça fait le tour de la matière. Bravo.